433 mètres de long, autant d'acier que la tour Eiffel. Et une travée centrale de plus de 2500 tonnes de la taille d'un terrain de football qui se lève à près de 60 mètres au-dessus du niveau du fleuve en 11 minutes. Comment et pourquoi la communauté urbaine de Bordeaux, aujourd'hui Bordeaux Métropole, s'est-elle lancée dans cet ambitieux chantier? Quelles en ont été les étapes, les défis, les difficultés? Voici les temps forts de la jeune vie du Pont-Levant, Jacques Chabon-Delmas. La métropole bordelaise dispose déjà de ponts pour franchir la Garonne sur cette zone avec l'emblématique pont de Pierre et le pont d'Aquitaine au nord. Mais dans une agglomération en pleine expansion, cela ne suffit pas et les deux rives du fleuve manquent cruellement de franchissement entre les quartiers de Bacalan, rive gauche, et ceux de Bastide, rive droite. On a étudié à peu près au débouché de toutes les rues des projets de prolongement, de ponts ou de tunnels, et puis on en a choisi finalement jamais aucun. C'est lorsque nous avons lancé en 95-96 le projet de tramway de Bordeaux que nous nous sommes rapidement rendus compte que nous avions besoin de nouveaux franchissements. En janvier 2006, un jury composé d'élus, d'architectes et de personnalités compétentes retient parmi 5 propositions le projet de l'architecte Thomas Lavigne. 10 ans de travail ont été nécessaires pour mener à bien sa vision. Le gros travail qu'on a fait sur ce pont, ça a été de réfléchir vraiment sur comment inscrire ce projet dans la continuité de l'aménagement des quais qui a été fait et dans la continuité du retour de la ville de Bordeaux sur la Garonne, sur son fleuve. Un pont urbain, c'est ça, c'est un pont où on se sent bien dessus, où il y a une qualité de vie, où le parcours est enrichissant et où on peut aussi s'arrêter pour contempler le paysage. Le nouveau pont va donc relier le quai de Bacalan dans le prolongement de la rue Lucien Faure au quai de Brazza. Il ferme ainsi la boucle de circulation des boulevards autour de Bordeaux. Et pour ne pas bloquer la remontée des navires vers l'amont du fleuve, il doit se hisser au niveau du tablier du pont d'Aquitaine et redescendre quasiment au niveau du pont de Pierre. Une fois arrêté son emplacement, commence à l'automne 2009 la phase de construction sous la maîtrise d'ouvrage de la Cube et du groupement Conception-Réalisation ayant comme chef de file Aegis et Vinci qui regroupent les principaux corps de métier mobilisés sur le chantier. La première étape consiste en la pose des estacades sur le fleuve. Elles permettent l'accès et le levage des éléments au-dessus de la Garonne. Elles serviront aussi à l'échouage des îlots de protection et des embases. Ces éléments serviront de base à un gigantesque jeu de construction où les 4 pylônes de 77 mètres de hauteur et les différentes travées vont venir s'emboîter. Tout sera livré en kit à l'exception des pylônes construits directement sur place par coffrage auto-grimpant. À Bassins, dans la forme de Radoub numéro 3, les équipes ont 5 mois pour relever le premier défi du chantier. Il s'agit de fabriquer une première embase de 44 mètres de long, 16 mètres de haut et 18 mètres de large, ainsi que ses 2 îlots de protection. Les éléments seront ensuite remorqués un par un jusqu'à l'emplacement du futur pont, mais faire flotter un mélange de béton et de métal relève du tour de force. On a 3 caissons à emmener sur place. Il y a des pièces allant de 2700 tonnes à 6000 tonnes à remorquer et à faire flotter. Même si les lois de la physique garantissent en théorie la flottaison de l'ensemble, les équipes doivent composer avec les marées et les courants de la Garonne. À la moindre erreur, c'est un immeuble de 5 étages qui s'échoue et 6 mois de retard pour tout le chantier. Sur le papier, l'opération elle marchait bien, mais tant qu'on ne l'a pas vue faite, et là on voit que ça marche. En 4 jours et 4 nuits, les équipes se relayent et travaillent d'arrache-pied pour rallier les 4 km séparant Bassins et le quai de Brazza. Une fois livrés, les éléments peuvent être alors positionnés à l'aide de treuils. Le point B, si on pouvait l'amener vers l'amont, 6 cm, ça serait encore mieux, oui. Pour les poser en douceur, on les remplit d'eau et on les laisse s'échouer. L'embase et les îlots sont alors traversés de 20 pieux eux-mêmes remplis de béton pour les arrimer dans le sol. Chaque élément est ensuite rempli de béton et refermé. Une opération qui se répète à nouveau avec succès 5 mois plus tard, rive gauche. Alors que la navigation se poursuit sur la Garonne comme si de rien n'était, le chantier progresse et les 4 pylônes nécessaires au levage grimpent chaque jour un peu plus dans le ciel bordelais. Chaque pylône accueille en son fort les 600 tonnes de contrepoids nécessaires à la montée de la travée centrale. Les 100 tonnes restantes sont levées par des moteurs dissimulés dans les entrailles du pont, sous le niveau de la Garonne.
Et c'est ici, au Creusot, en Bourgogne, au sein de l'entreprise NFM Technologies, que sont testés ces fameux moteurs. Généralement, la machinerie de levage est située au sommet du pont, alors qu'ici, elle se trouve dans ses fondations, ce qui va faciliter la maintenance. C'est un pont magnifique, élégant qui se démarque des ponts levants classiques. Entre les embases et les rives, des gabions sont déposés dans le lit du fleuve pour protéger le pont de l'érosion. Les eaux troubles de la Garonne ne facilitent pas la tâche des plongeurs qui supervisent sous l'eau la pose des blocs. On voit absolument rien, c'est tout noir donc c'est vraiment un tâton au toucher. Des piles intermédiaires complètent les ouvrages de fondation. Elles vont notamment permettre le support des travées métalliques dont l'arrivée est imminente. En août 2011, un mastodonte de métal de plus de 2000 tonnes arrive d'Italie. Il transporte les 2 premières travées fixes destinées à la rive droite. Construites près de Venise par l'entreprise Cimolai, elles rejoignent le chantier distant de 5000 km par voie maritime. L'approche se fait à l'aide d'une barge guidée par des treuils. Posée sur des chenilles pivotantes que l'on appelle des camagues, la travée A va pivoter à 90 degrés avant d'être positionnée au-dessus des piles. Elle n'a ensuite plus qu'à attendre que la marée descendante la pose en douceur sur la structure. 3 jours plus tard, la travée B est à son tour posée suivant le même procédé. Les soudeurs n'ont plus qu'à raccorder les 2 parties. La même opération avec les 2 autres travées fixes, plus courtes et moins lourdes, se répète rive gauche, avec cette fois-ci une marge de manœuvre encore plus réduite. Cette fois, tous les ouvrages de béton sont construits, ce qui nous laisse pour la première opération à peu près 10 cm de manœuvre. Ça va être pratiquement de l'horlogerie, parce que quand on est sur l'eau et déplacer une charge qui fait à peu près 1000 tonnes, c'est assez délicat. Les travées sont ensuite parées et bétonnées pour recevoir la couche de bitume nécessaire à la circulation des véhicules sur le pont. Pour recouvrir et protéger les 415 marches qui permettent l'accès au sommet du pont, plus de 2000 mètres carrés de verrières viennent sertir chaque pylône. Ces verrières servent également au plasticien Yann Kersalé à sculpter l'éclairage du pont Chabandelmas. Il joue sur une palette oscillant entre le turquoise et le bleu au gré des marées et de la tombée de la nuit. Dans le ciel bordelais s'élèvent les poulies qui servent de guidage aux câbles lors des manœuvres de montée et de descente de la travée levante. Et dans les fondations du pont, les équipes s'activent à la mise en place et au calibrage du mécanisme de levée. Toutes les conditions climatiques ainsi que les arrêts d'urgence sont simulés. Tout doit être configuré avant la livraison de la dernière pièce du puzzle. Si on lève la travée alors qu'il vient juste de pleuvoir, il y a pas mal d'eau embarquée à la travée. Sur un ouvrage de 120 mètres par 45, ça constitue tout de suite un poids assez important. C'est un ouvrage, c'est pas un simple pont, c'est un pont mobile. Donc derrière, il va falloir l'exploiter, savoir anticiper les manœuvres, donc venir, vérifier que la machinerie fonctionne bien, que tous les mécanismes, tous les contrôles commandes sont bien ouverts pour pouvoir lever l'ouvrage quand un bateau se présentera. Le 23 octobre 2012, toute la métropole retient son souffle avec les équipes du chantier. La travée centrale finit son voyage et il reste à l'emboîter avec le reste de l'ouvrage. Les ouvriers ne disposent que de quelques centimètres de part et d'autre de ces 117 mètres de longueur pour la positionner. Le défi est de taille. Paris gagné. Les 2 rives se rejoignent enfin. Les ouvriers qui ont œuvré de part et d'autre des rives de la Garonne sans jamais se rencontrer empruntent les premiers le pont Bacalan-Bastide. Faut être fier. La dernière phase du chantier est consacrée aux finitions de l'ouvrage. Le pont porte à présent le nom de pont Jacques Chabandelmas en hommage à l'ancien maire de Bordeaux. Il est inauguré le 16 mars 2013 en présence du président de la République, du président de la métropole et du maire de Bordeaux. Merci pour votre accueil et merci pour cette belle réalisation.
Le pont Chaban-Delmas se fond naturellement dans le quotidien des habitants de l'agglomération qui sont informés par des panneaux de séjour et heures de levée. La gestion de l'ouvrage est assurée par le service des ouvrages d'art de la direction de la voirie de Bordeaux Métropole. Il a confié par contrat la maintenance des mécanismes et les manœuvres de l'ouvrage à Eiffage Construction Métallique. Les manœuvres de passage des bateaux sont opérées depuis le poste de commande quai de Brazza à la demande de la capitainerie du port de Bordeaux. On est en situation programmée dès lors que le bateau passe au large et puis au fur et à mesure de son avancée dans la Garonne, il va nous donner des points de passage obligés qui seront retransmis au pont qui va entamer son cycle d'ouverture. Ouais, pont JCB, Port Bordeaux, je viens d'avoir le pilote, donc le navire l'Insignia passera à 13h sous le pont avec un remorqueur. Ok, bien reçu. On commence l'armement du pont, à tout à l'heure. Avant que le bateau arrive, il y a toute une phase de préparation pour savoir si l'ouvrage est prêt à fonctionner quand le bateau arrivera. Une fois que c'est fini, on arme le pont, on prévient la capitainerie qui nous donne l'autorisation de lever l'ouvrage. Après une inspection minutieuse, tout déplacement est alors interdit sur le pont et les derniers badauds sont priés de rejoindre les rives. Ok, c'est bon, on arme le pont. Plus haut, sur la Garonne, un remorqueur attend l'arrivée d'un paquebot de tourisme qui, ce jour-ci, doit s'amarrer sur les quais des Chartrons. Pour les bateaux qui sont supérieurs à 175 mètres, on met en place systématiquement un remorqueur qui va l'aider dans sa manœuvre d'accostage. Le pilote du remorqueur a sous la main la puissance nécessaire pour pallier toute déficience du paquebot et aussi éviter que le navire ne percute l'édifice lors de son franchissement. Une véritable routine qui se répète régulièrement et qui contribue à faire de Bordeaux le deuxième port de la façade Atlantique-Manche pour les escales de croisière après Le Havre. Lauréat du prestigieux prix Outstanding Projects en 2014, le pont Jacques Chaban-Delmas est devenu un marqueur de l'agglomération bordelaise. Mais au-delà de sa réussite architecturale, c'est un véritable succès populaire. Les habitants de Bordeaux Métropole sont fiers de leur pont qui a su relier, en plus de deux rives, une ville et son avenir.